j'ai inventé une peintre un peu synthèse, enfin en tout cas pas synthétique, mais sociologiquement extrêmement vraisemblable. Et j'ai travaillé avec une sociologue de l'art plutôt qu'une historienne de l'art, une sociologue de l'art spécialiste de cette période. Et l'idée c'était effectivement qu'elle soit extrêmement vraisemblable et de toute façon d'en inventer une pour pas raconter le destin d'une peintre exceptionnelle, ou parce que j'aurais très bien pu prendre le corpus d'une de ces peintres oubliées, qui était renommée, qui faisait carrière, très talentueuse. Mais bon, il y avait l'idée pour pouvoir toutes les raconter, il fallait sortir justement du destin exceptionnel et unique, et donc de l'inventer. Ouais. Ce qui n'était pas une mince affaire, parce que ça veut dire qu'il fallait inventer son corpus, son œuvre. Et ça, c'est un gros travail. Et c'est comme ça que j'ai choisi aussi la période précise dans laquelle se situe le film, qui était un moment florissant, propice aux carrières des peintres femmes. C'est des personnages qui pouvaient exister, et qui souvent avaient des... Alors quand elle dit qu'elle prend un commerce, c'est qu'elle ment, et en réalité elle va reprendre l'atelier de peinture de son père. Mais oui, c'est des femmes qui existaient à partir du moment, globalement, dès qu'on peut avoir l'indépendance économique, toutes les femmes existent. Et du coup, il y avait vraiment ces profils de femmes qui pouvaient mener leur vie, et qui pouvaient d'ailleurs aussi se marier. Et voilà, c'était pas non plus à l'exclusion de conjugalité plus classique. Mais ouais, c'était des profils qui existaient. C'était très important pour moi d'ailleurs de respecter la vérité historique de leur carrière, et de respecter globalement les possibles et les impossibles de ce moment, y compris l'impossibilité de l'histoire d'amour, tout en racontant son possible, parce que sinon on passe son temps à raconter des gens qui ont été des pionniers, et on fait, finalement, même politiquement, ça ne va pas, le côté tout était possible, non, tout n'est pas possible, mais par contre le potentiel, tout le monde l'a, quoi. Et bon, voilà, c'est pour ça que j'ai pas passé beaucoup de temps à raconter l'oppression et plus la possibilité. Et du coup, ça peut donner un très grand sentiment de liberté, mais en réalité, c'est 15 jours dans la vie de ces femmes, quoi. Donc c'est leur liberté intérieure. Bien sûr, mais je crois qu'il y a là aussi, les faiseuses d'anges étaient des sages-femmes, c'était des médecins, c'était des femmes qui avaient du savoir, et que c'est pour ça qu'on les brûlait pas mal. Et il y avait vraiment Par ailleurs, il y a très peu de scènes d'avortement au cinéma. Franchement, on les compte un peu sur les doigts d'une main. Donc à la fois il n'y a pas de référent, il y en a peu, donc voilà, on va inventer une image qui manque, et en même temps c'est pas parce qu'on invente une image qui manque qu'elle doit illustrer le fait qu'elle n'était pas là jusqu'ici. Donc comment cette image elle reste, même si elle vient combler un vide, elle reste inventive, quoi. Elle reste aussi, je sais pas, la mienne avec sa poésie ou son... Et l'idée que ce soit un geste, un acte du quotidien, c'est le cas, que ce soit un acte qui est un acte de consentement, un acte médical, un acte qui est pris en charge par les autres, et puis l'idée qu'un enfant... Enfin voilà, cette image elle peut être interprétée de plein de façons, mais je vois bien d'ailleurs qu'elle est interprétée de plein de façons, notamment le fait que c'est pas parce qu'on n'aime pas les enfants qu'on avorte, enfin voilà, qu'on puisse être consolé par un enfant, de ne pas faire d'enfant, enfin... Je vais pas la déplier, mais il y avait... En tout cas, l'endroit où je suis agréablement surprise, c'est que j'ai l'habitude jusqu'ici d'avoir un peu fabriqué des images dont on ne parlait pas dans les films. Et après, ça dépend aussi de la presse française et de la presse internationale. On va voir comment ça se passe sur la presse française, mais vous m'en parlez par exemple. Donc, je suis contente qu'on parle de cette scène, parce que ça veut dire qu'on est au moment où les scènes, il y a certaines scènes qui sont pas juste des trous dans les films, quoi. Moi, personne m'a parlé de la scène de dépucelage dans Naissance des pieuvres, personne n'en parle jamais, du fait qu'une femme met sa main dans la jambe d'une autre. C'est comme si tout le monde, sans doute, pense à cette image dans le film, et peut-être même elle peut aimer le film pour cette image, mais ça reste quelque chose dont on parle pas. Et donc je suis ravie de voir que 12 ans plus tard, il y a d'autres insertions digitales dont on peut discuter ensemble dans des hôtels à Nantes. Non mais c'est vrai, parce que c'est pas rien. Et il y avait vraiment l'idée et on a travaillé à la mise en scène et au son, surtout cette dynamique fantastique, sur tout le début du film, vraiment travailler l'hostilité du monde extérieur,
mais un lieu qui protège mais qui reste menaçant parce qu'il se découvre, et donc toute sa déambulation dans le château, la première nuit, la découverte du tableau sans tête, tout ça c'est effectivement ouais, un imaginaire fantastique féminin, mais parce que l'imaginaire fantastique a beaucoup à voir avec le féminin, ne serait-ce que parce que il y a des autrices qui l'ont fondé, hein, Mary Shelley, et que même le premier vampire de toute l'histoire, c'est une femme, c'est Carmilla, c'est Sheridan Le Fanu. Donc je crois qu'il y a il y a une vraie mythologie fantastique du féminin, et c'était j'avais vraiment à cœur de pouvoir ouais, m'amuser aussi avec ça, quoi, et l'assumer vachement. Et oui, le film, globalement, il avait envie d'être très joueur avec les principes qu'il mettait en place. Et donc, effectivement, une réflexion sur le regard, ça peut sembler assez austère, mais en réalité, là, il y a une jubilation des retournements de situation, de qui regarde qui, donc, et de moissonner au maximum, en fait, cette tension dramaturgique-là, que le spectateur rentre dans cette logique-là, quoi. Et donc il y avait vraiment une notion de plaisir dans l'idée d'exploiter aussi cette question du regard, au-delà de l'aspect politique, de faire un sort à la question de la muse, de réhabiliter les modèles comme collaboratrices, enfin toute cette pensée-là sur laquelle j'ai pas beaucoup insisté, mais pas non plus beaucoup à réfléchir, dans le sens qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une égalité entre les personnages qui est globalement le grand projet du film, et l'égalité dans la collaboration et l'égalité dans le dialogue amoureux, qui ça pour le coup est, je pense, rare, donc possiblement nouveau. Je sais pas si, en tout cas, il y a bon nombre, l'inverse a été vrai, c'est-à-dire qu'il y a un bon nombre du corpus des femmes qui a été attribué à des hommes, notamment leur mari, un peu comme Colette et Willy, hein, dans la littérature. Et donc il y a vraiment eu, y compris même dans l'histoire, hein, une des premières femmes qui a fait un porte-portrait hyper connu qui s'appelait Judith Leyster, au XVIIe siècle. Tout son travail ensuite a été attribué à son compagnon. C'est extrêmement donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a eu la substitution, mais effectivement il y avait des règles qui régissaient, notamment le Salon du Louvre, qui était une espèce de festival de Cannes de la peinture, et où les femmes avaient le droit, pendant un temps, pas le droit de concourir, et puis donc on pouvait, oui, y compris parce qu'il fallait être membre de l'académie pour pouvoir, il y avait tout un, et donc ouais, c'est imaginable. Alors le film il est écrit en pensant à Adèle Haenel, donc c'est un choix préliminaire, et pensé vraiment pour elle, c'est-à-dire à la fois dans ce qu'on sait d'elle, ce que je sais d'elle, et puis aussi dans l'ambition de l'emmener ailleurs. Je ne veux pas dire plus loin parce que ce serait faux, mais ailleurs, y compris parce qu'on allait se déplacer ensemble, et que du coup on pouvait prendre des risques, et donc travailler vraiment la question de sa voix, de comment elle habite son corps. Elle a vraiment été une proposition ravissante au sens jurassien, quoi. Vraiment un truc qui vient faire un rap, qui vient être une nouvelle proposition d'incarnation de la féminité dans le cinéma français. Et moi je voulais, mais un peu comme dans Naissance des pieuvres, hein, ceci dit, moi je l'ai jamais pris comme elle était, quoi. Je l'ai toujours, on a toujours inventé des personnages ensemble, donc il y avait ce challenge là. Et ensuite Noémie Merlan, donc j'ai mené un casting qui était extrêmement obsessionnel, parce qu'au final j'avais toutes mes interprètes sauf l'interprète principale, et j'avais le désir alors déjà d'un physique avec du contraste. Donc par exemple je ne voyais que je voulais une fille brune, et puis je voulais quelqu'un qui n'était pas identifié, parce que je voulais créer un couple auquel on allait croire, et avec ce truc oui, de pas se dire, c'est de pas composer un couple de deux actrices identifiées, quoi, pour un truc de croyance, et d'inventer un couple de cinéma. Et puis moi aussi de faire une rencontre, c'est-à-dire en travaillant avec quelqu'un que je connais aussi bien depuis si longtemps, aussi en même temps de regarder quelqu'un en présent, de découvrir quelqu'un, de faire ce geste que fait le personnage aussi dans le film. Et Noémie Merlan, elle est arrivée assez tôt dans le casting.
avec cette chose aussi que du coup je voyais des comédiennes de 30 ans, donc c'est-à-dire elles ont quand même fait leur métier depuis un bout de temps, et en même temps elles ne sont pas identifiées, donc c'est spécial, c'est quelque chose, c'est assez émouvant même d'ailleurs. Et quand j'ai vu Noémie Merlan, il y avait cette dynamique, parce que je voyais des Françaises, des étrangères, des filles plus jeunes, plus âgées, et quand j'ai vu Noémie Merlan, il y avait une espèce d'égalité parfaite entre elles, qui n'était pas facile à trouver parce que franchement, Adèle, elle envoie du gros quand même. Et l'inégalité aussi d'âge, de taille, et puis une intensité. Et d'un coup, c'est là même que le film, que cette question de l'égalité au cœur du film, elle s'est incarnée et qu'elle est devenue un projet. Un projet qui était sans doute plus souterrain que ça avant que Noémie Merlan n'arrive. Bah, je suis une réalisatrice assez cinéphile quand je regarde, mais pas quand je fais des films. C'est-à-dire que j'essaie toujours d'inventer la langue d'un film, et c'est pas du tout une volonté hégémonique ou quoi, mais c'est même une forme de candeur aussi de dire de se reposer à chaque fois la question des images qu'on fabrique au présent. Et pour autant, le film, c'est la première fois qu'il y a une citation dans le film. Il y a un plan qui est vraiment un plan de personnage, même un raccord, qui est un raccord de personnage Bergman. Voilà. C'est la première fois que je fais ça, et ça me plaisait de le faire. Mais je regarde peu de films quand je fais les films, avec cette espèce de volonté ouais, enfin, c'est pas mon réflexe du tout, du tout. Mais j'ai quand même revu notre ami Barry Lyndon. Mais beaucoup, c'était plus pour travailler la lumière et avoir un dialogue avec la chef opératrice sur la question des bougies notamment, qui est un peu le grand enjeu de l'éclairage quand on fait un film d'époque. Est-ce que les bougies sont dans le cadre, hors du cadre, est-ce qu'elles sont dans le cadre et qu'elles jouent comme source, est-ce que ce sont des fausses sources, etc. Et ça, le traitement du feu dans le film, c'était un très 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 grand enjeu de travail, et du coup ça impliquait aussi de discuter quelques images ensemble. Non, pour moi c'est une espèce de continuité. Je crois que les films racontent, même si on regarde les dialogues d'un film à l'autre, ils parlent toujours d'un rapport à un groupe. Au final, ils sont Naissance des pieuvres, c'était comment rentrer dans une équipe. Euh, Tomboy aussi, au final, c'était comment faire partie d'un groupe et à quel prix, en fait, à chaque fois. Alors, Naissance des pieuvres, c'est faire partie d'une équipe parce qu'en fait, on a un objectif qui est une personne. Dans l'autre, l'objectif, c'est le groupe, et puis ça devient une relation d'amour. Dans Bande de filles, c'était vraiment un film sur l'amitié comme un principe émancipateur. Et là, c'est plus la question de la sororité, quoi. C'est-à-dire, à la fois, il y a ce dialogue amoureux entre deux personnages, mais il y a aussi de l'amitié dans ce rapport amoureux, et notamment, alors la mère c'est autre chose, mais c'est trois femmes où il y a une abolition de la hiérarchie de classe et une question de solidarité. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cheminement des personnages qui vieillissent au cœur des groupes et du monde, quoi. Et qu'il y a quelque chose qui est de plus en plus qui se précise en réalité, quoi. De quelque chose de l'ordre d'un trajet de plus en plus adulte.